Horizon théosophique, entretien sur le thème « La conscience planétaire, à quel niveau ?» Bonjour, nous allons parler de la conscience planétaire, à quel niveau? Et nous demanderons donc à nos deux intervenants de répondre selon l'enseignement de la théosophie. Comment définir ce qu'est la conscience? Et y a-t-il différentes formes de conscience? Disons, quels pourraient être les principaux types de conscience? La conscience, c'est difficile à définir, on ne peut pas vraiment la définir. Nous savons que nous sommes conscients, que nous pouvons être conscients de différentes manières, sûrement, hein, mais nous avons l'habitude de la conscience à travers nos sens physiques, c'est-à-dire la vue et l'ouïe, et puis les autres sens. Hein, nous savons que, bien sûr, cette conscience peut être teintée d'émotions, que cette conscience peut s'associer plus ou moins, bien sûr, à l'intelligence. Il y a un aspect cognitif, on reconnaît tel ou tel objet, et à partir de là, bien sûr, on peut extrapoler un certain nombre de choses qui ne sont pas présentes, mais dont on devient conscient intérieurement. Hein. On restitue toujours plus ou moins les choses dans un contexte qui n'est pas forcément visible, mais on sait qu'on fait partie d'une certaine société, qu'il y a un certain nombre de fonctions dans les objets qui sont là, même s'ils ne servent pas à ce moment-là, ça devient plus ou moins conscient dans notre champ de conscience. La conscience est un champ de conscience plus ou moins large, plus ou moins approfondi, plus ou moins enrichi par toutes sortes de données qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont pour nous quand même importantes et donc conscientes. La conscience, c'est la caractéristique essentielle de la vie. Ce qui est vivant est conscient et ce qui est conscient est vivant. Alors cette conscience, justement, comme avec la théosophie, toute la nature est vivante, nous disons que toute la nature est consciente. Le monde minéral est conscient, sinon il n'y aurait pas de réaction chimique. Le monde végétal est conscient, sinon il n'y aurait pas de croissance. Le monde animal, pareil, c'est l'instinct. Le monde, alors là, on arrive à l'homme, c'est une conscience tout à fait agrandie, élargie, puisqu'elle devient réfléchie, soit consciente. Donc tout est conscient. La conscience est la faculté principale de l'homme, parce qu'il va pouvoir la mobiliser à différents niveaux. Au niveau physique, bien sûr, j'ai mal au genou. Au niveau psychique, j'aime ou j'aime pas. Au niveau mental, j'ai telle et telle idée. Et il va être conscient des idées qu'il a, puisqu'il a le pouvoir de soi conscience. Et ainsi, il pourra aspirer et remettre éventuellement en cause ses idéaux, ses aspirations spirituelles, en les comparant avec d'autres sages, d'autres théosophes. Cette soi conscience n'inclurait-elle pas dans sa définition, en quelque sorte, comme une forme de responsabilité? Effectivement, cette soi-conscience s'implique comme une forme de responsabilité, puisqu'elle est associée quand même avec une intelligence concrète et abstraite. Elle est associée forcément avec le fait que, bien sûr, nous nous percevons comme un être qui traverse les expériences et qui a un pouvoir sur tout cela, qui peut effectivement réfléchir et modifier sa conduite en fonction de certaines données qu'il relie entre elles. Mais cette soi-conscience, qui effectivement donc est la conscience d'un soi, d'un pouvoir de conscience, d'intelligence et de volonté, reconnaît aussi, est capable de reconnaître l'autre en tant que tel. C'est-à-dire que quand nous voyons des gens, nous ne voyons pas simplement des formes plus ou moins agitées, des mécaniques, mais nous savons que nous avons affaire à des gens, c'est l'intuition du cœur en quelque sorte, qui nous est finalement automatique, mais ce fait de reconnaître l'autre et qu'on a un pouvoir sur l'autre implique forcément la responsabilité. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous savons dire que finalement la vie et la conscience sont très liées. Nous parlons de vivre la vie, nous parlons de vivre un événement, nous associons la notion de conscience à la notion de vie, et cela élargit aussi le sens des responsabilités à tous les règnes finalement. Il faut bien attacher la responsabilité avec le libre arbitre qui est vraiment fondamental chez l'homme et que chez l'homme. Enfin, il y a une certaine indétermination au niveau des espèces inférieures,
une certaine dispersion, mais il n'y a pas de responsabilité puisque l'instinct animal ou le réflexe végétal ne comporte pas de liberté interne. Par contre, chez l'homme qui est libre, alors ça change tout parce qu'il va pouvoir voir les effets de ses actions et se rendre compte si ces effets sur les autres ou sur la nature. La pollution, par exemple, c'est bel et bien une attitude égoïste de l'homme qui enfreint les lois de la nature. Donc cette responsabilité de l'homme, c'est le fait de sa liberté d'agir avec un éventail de possibilités beaucoup plus large que celui des possibilités dans le monde animal ou dans le monde végétal. On la voit dans les guerres, l'homme est capable d'atrocités, on le voit dans les merveilles, le génie des grands sages, des grands savants. Il y a une ouverture de possibilités, un champ extraordinaire, d'où la responsabilité fondamentale de l'homme. Conscient de ce champ de toute sa conscience et de la mobilisation qu'il va pouvoir pointer avec sa conscience sur un champ déterminé. L'homme a en lui-même ce pouvoir individuellement et collectivement de son bonheur ou de son malheur. C'est très clair, c'est la loi de karma en Orient, c'est ce qu'on appelle la loi de karma, c'est-à-dire nous générons des causes dans le champ général des lois de la nature et nous récoltons des effets qui sont le développement de ces causes. L'humanité doit prendre conscience de cette dimension justement d'une conscience planétaire. Alors pourrait-on dire, définir en quelques mots ce que la théosophie entend par cette notion d'une conscience planétaire? La conscience planétaire, c'est simplement être conscient que nous sommes dans un monde qui est limité, qui est fini, et que maintenant nous voyons avec les satellites. Donc on voit bien qu'il y a, et les bouddhistes l'avaient dit depuis longtemps, l'interdépendance. Donc Madame Blavatsky l'avait bien sûr approfondi. Cette interdépendance liée à la responsabilité fait que nous pouvons agir sur les êtres aux confins du monde et donc par là ressentir ce que ressentent ces êtres que nous voyons maintenant à la télévision dans le malheur ou dans le bonheur. Et c'est important d'avoir cet élargissement de la conscience à toute l'humanité en quelque sorte. On voit dans la vie de tous les jours que nous faisons partie d'un contexte. Il y a des interactions entre des êtres de la famille, mais des interactions de la famille avec d'autres êtres, et ainsi de suite en fait. Et on peut prendre conscience à notre époque, particulièrement, mais enfin finalement on pouvait le faire à d'autres époques, mais c'était peut-être moins évident. On peut prendre conscience à notre époque que bien que nous sommes effectivement interdépendants les uns des autres et que le malheur des uns ne fait pas forcément le bonheur des autres et que, même sur le plan matériel, et que finalement l'humanité est comme une grande famille et avec tous les règnes végétaux, animaux et même minéraux. Dans cette conscience planétaire, est-ce qu'il faut la voir comme une conscience qui doit s'agrandir, évoluer, on pourrait dire comme un mouvement horizontal ou comme un mouvement vertical, c'est-à-dire s'étendre de plus en plus à une perception, eh bien au début on se limite à sa famille, à sa nation, puis ensuite on l'élargit à tout le globe, mais en profondeur on aurait donc une vision bien de plus en plus spirituelle des choses. Alors comment voir ces différents niveaux, tant horizontaux que verticaux? Bien comme étroitement complémentaire, parce qu'il y a en quelque sorte une verticalité qui est incarnée, c'est-à-dire que nous sommes des êtres, nous sommes des âmes qui traversons des expériences avec notre corps, nos sens physiques, mais aussi bien sûr notre psychisme avec notre intelligence. Et il y a quelque chose de vertical qui est incarné et qui module en quelque sorte l'horizontale, c'est-à-dire l'incarnation, la vie de tous les jours. Donc ce n'est pas simplement matériel, mais c'est relationnel avec d'autres êtres qui sont d'autres âmes. Et donc il y a déjà un élément de verticalité, mais qui peut évidemment se prolonger vers la profondeur et vers d'autres plans de la nature. Mais c'est ici même que nous préparons en quelque sorte les choses et que nous incarnons plus ou moins de la lumière spirituelle qui est à la racine de tous les êtres.
C'est ici même que finalement nous avons notre laboratoire au sujet de la fraternité des âmes, au sujet de la véritable connaissance et du fait d'avancer volontairement dans cette direction. Et Luc Ferry a beaucoup parlé de cette mutation d'une transcendance verticale qui était autrefois celle des religions. On était dans une société où il y avait une autorité établie en Chine comme en Occident. Il y avait la famille en Chine, il y avait les divinités en Inde et il y avait la religion en Occident avec une sorte d'autorité. Et on est passé avec la modernité, la post-modernité, à un refus des arguments d'autorité. Et donc les jeunes notamment sont revenus à cette transcendance horizontale. Alors, la théosophie va répondre, elle va dire il faut les deux. Il faut la transcendance verticale vers l'esprit universel et qui est aussi à l'intérieur de chaque homme, puisque chaque homme est un microcosme du macrocosme. Donc il y a une profondeur, c'est-à-dire une verticalité, et il y a aussi une horizontalité avec cette extension, cet altruisme qui fait maintenant l'objet d'articles traités un peu dans toutes les revues. On a cette revue Le Point où il y a des articles de Mathieu Ricard qui parlent d'altruisme. Tout le monde maintenant parle de compassion, d'altruisme, donc il faut les deux. Et c'est avec cette double polarisation que la conscience va s'élargir de façon harmonieuse, c'est-à-dire en hauteur et en profondeur et en horizontalité. Donc on va avoir une sorte de sphère dont l'homme est le centre en tant que microcosme et qui va pouvoir élargir sa conscience à tous les plans de l'humanité et à tous les humains. Dans votre image de la sphère, est-ce qu'il faut la comprendre sur l'idée que chaque être humain est un foyer de conscience, donc le centre d'une sphère? À l'horizontalité, il va avoir un regard qui va s'élargir pour inclure toute l'humanité et aussi tous les autres règnes végétal, animal, etc. Et dans l'aspect vertical, pour faire une sphère et non pas un simple cercle, on aurait la recherche de l'idéal le plus élevé. L'idéal le plus élevé, bien sûr, il n'a peut-être pas de limite. Hein. Il n'y a pas de limite dans l'espace illimité de notre plan, mais il n'y a pas de limite dans la profondeur métaphysique. La référence, c'est l'unité. Il n'y a qu'une seule réalité qui prend conscience d'elle-même à travers l'infinité des êtres de l'univers, et avec, bien sûr, toutes sortes d'états de conscience. Et tout ça étant évolutif, on élargit, on approfondit vers la métaphysique, mais en fait, via, en quelque sorte, la voie du cœur, qui est la voie de l'être, de la conscience d'être, de la conscience des êtres, de la conscience de l'unité des êtres. Donc, il n'y a pas de limite. L'idéal le plus élevé, bien sûr, est basé sur cette unité profonde. Il est fondamentalement spirituel et fondamentalement fraternel. Mais il est aussi associé, bien sûr, forcément à la connaissance et donc à l'altruisme, parce que, quelle que soit l'époque, il y a toujours des êtres de différents degrés d'évolution et qui ont besoin qu'on les aide. On ne peut pas les faire évoluer malgré eux, mais néanmoins, s'il n'y avait pas d'aide, eh bien, ils risqueraient de ne pas évoluer ou d'évoluer lentement et avec beaucoup de souffrance, beaucoup plus de souffrance. L'idéal, ça pourrait être plus de vie, plus d'harmonie, plus de beauté, plus d'intelligence, plus d'harmonie dans cette cohabitation. Nous sommes comme des membres d'un réseau, nous sommes chacun une cellule mais vivante et donc en recherche d'expression pour aller vers l'existence, vers la manifestation, donc plus de vie. Et à ce niveau-là, ce sera donc dans l'approfondissement à l'intérieur qu'on va trouver l'énergie pour manifester notre génie, notre amour, notre intelligence et notre action, notre énergie bien sûr. Et à partir de là, partager. L'idéal, ce serait le partage de cette harmonie, de cette beauté, de cette intelligence et de son extension dans cette volonté de partage à toute l'humanité et aussi à tous les règnes inférieurs. L'harmonie pour les plantes, pour les minéraux, pour qu'on ait dans un contexte agréable, un contexte vivant, vibrant et harmonieux. Dans ce que vous dites, finalement, il y a comme une grande œuvre à réaliser. Alors quand on construit une œuvre, si on pense à un bâtiment, il y a une fondation, un socle, et ensuite on bâtit les murs. Alors est-ce qu'il y aurait dans cette grande œuvre à réaliser, ou ce grand projet de conscience planétaire, comme des étapes?
par laquelle il faudrait passer. Alors qu'est-ce que pourrait être le socle initial et ensuite la clé de voûte? Alors, le socle initial, c'est l'humain. Si l'humain, non pas que l'homme tel qu'il soit aujourd'hui, puisse être la référence, enfin l'homme tel qu'on le présente bien souvent dans les médias, c'est-à-dire dans ses excès. Mais il y a des hommes qui ne font pas la une des journaux et qui sont des hommes responsables tout simplement, quelle que soit leur croyance. C'est-à-dire que les idées de la théosophie, certes on les trouve à la racine de toutes les grandes religions, mais ce sont les idées de la théosophie. Il s'agit d'abord d'être un être humain, et c'est à cet être humain que s'adresse la théosophie d'ailleurs, d'être un être humain, c'est-à-dire responsable, comprenant qu'il y a d'autres êtres avec lesquels il bâtit une vie qui peut être digne d'être vécue, qui peut être riche, comme on l'a vu à l'instant dans les propos de notre ami. Voilà, cet être humain responsable peut très bien être agnostique, matérialiste, au sens philosophique du terme. On a vu des communistes se sacrifier pour ce qu'ils concevaient comme le bonheur de l'humanité. Il peut très bien être donc chrétien, bouddhiste, juif, etc., musulman. Il y a donc, quelle que soit la religion, la croyance d'aujourd'hui ou l'absence de croyance, la possibilité d'être un être humain, donc fraternel et responsable. Et c'était le but de la société théosophique, et ce l'est toujours en fait, justement de former un noyau de la fraternité, de l'humanité, et d'étudier toutes les religions, toutes les philosophies du monde et les pouvoirs de l'homme. C'était ce grand but donc, de rassembler les gens, quelle que soit leur croyance. Donc ça c'est essentiel, et c'est lié à la notion de république, de démocratie, de droits de l'homme. Faire vivre ensemble les hommes avec toutes leurs particularités, toutes leurs différences, et donc aussi toute leur complémentarité, et donc la capacité de s'ouvrir aux autres. C'est la base, l'ouverture donc aux autres hommes, mais aussi à tous les règnes, puisque c'est une conscience planétaire, nous formons un tout, nous sommes tributaires de tous les règnes, et les règnes de la nature, et bien sûr, pâtissent plus ou moins de nos activités et de notre ignorance. Mais maintenant, nous savons déjà quand même pas mal de choses pour rendre la vie meilleure. Par où commencer? Par l'action ou par l'étude? Ou par la compassion? Eh bien, la théosophie répond d'abord l'action, l'altruisme. L'étude, on peut très bien étudier, mais en agissant. Par contre, on peut difficilement agir en étudiant. Donc, en théosophie, il y a dans La Voie du silence, un ouvrage de Madame Blavatsky, où il est dit que la compassion est la loi des lois. L'altruisme, la bienveillance, c'est vraiment la mise en pratique de cet esprit de compassion. Donc la pratique, et on dit bien aussi que la connaissance, Madame Blavatsky dit que la connaissance est fille d'action aimante. Donc la connaissance va venir avec l'action, parce que, pourquoi simplement, en fait, en se mettant à la place de l'autre par compassion, on va se rendre compte des besoins de l'autre, non pas de ses désirs, mais de ses besoins profonds. Par exemple, on va apprendre à pêcher à quelqu'un qui a faim, et donc se mettant à sa place, on va se forcer à comprendre son point de vue, à élargir notre conscience, et donc on va connaître de plus en plus avec l'ouverture de notre action aux hommes. Donc l'altruisme est vraiment la pierre fondamentale. L'étude ensuite, bien sûr, parce qu'il faut rechercher. Les choses ne sont pas données sur un plateau, il faut étudier. La théosophie nous donne plein de clés. La clé de la théosophie est un ouvrage majeur de Madame Blavatsky. Elle nous donne plein de clés qui n'étaient pas connues jusqu'à son époque. Les clés de l'homme septuple, les clés du microcosme par rapport au macrocosme avec tous ses détails, les clés de la vie après la mort, des maîtres de sagesse. Voilà, l'étude, c'est très important. Nous avons un puits de science avec Madame Blavatsky et Monsieur Judge qui sont très très importants. L'action, l'étude, et puis ensuite, bien sûr, la compassion, puisque dans l'amour, il y a non seulement la prise en compte de la perception de l'autre, mais il y a aussi l'action nécessaire. Donc tout cela, ça forme une triade qui va harmonieusement, étude, action, compassion. Est-ce que l'émergence d'une conscience planétaire est une urgence face aux défis du monde moderne?
Alors, comme on l'a vu avec Tchernobyl, les nuages radioactifs ne s'arrêtent pas aux frontières. C'est juste pour introduire l'idée que les frontières ont été mises arbitrairement par les hommes. À travers l'histoire, elles ont changé d'ailleurs bien souvent. Bon, donc, ce sont des frontières, mais on parle des fois de frontières naturelles, mais elles ne sont pas vraiment naturelles. Parce que naturellement, il n'y a pas de frontières. Si une montagne devait être une frontière naturelle, alors elle serait divisée, la montagne. Non, la montagne est la montagne, hein, donc elle a ses deux versants. Voilà, c'est tout. Bon, donc en fait, naturellement, il n'y a pas de frontières. Les cosmonautes n'ont pas vu les frontières de leur habitacle, que ce soit à petite distance ou à grande distance. Donc la Terre est une, hein, bon, dans un cosmos, hein, qui est un aussi d'ailleurs. Pour la théosophie, hein, la Terre fait partie du système solaire, le système solaire fait partie de la galaxie de l'univers, hein, et donc ainsi de suite. Hein, et tout ça, c'est vivant, conscient, et ça obéit à des lois générales qui permettent effectivement des développements extrêmement variés, infiniment variés. Et cette infinie variété, on la voit déjà donc, sur Terre, mais c'est une complémentarité, hein, au niveau donc, des relations entre les êtres. Donc, cette prise de conscience que nous sommes interdépendants, les hommes et tous les règnes, effectivement, est une urgence. Hein. Donc, et cette interdépendance, la vivre de manière antagoniste, que ce soit au niveau économique ou autre, évidemment, c'est le problème, c'est pas la solution. Pour reprendre exactement ce que vous dites, la mondialisation, c'est très dangereux parce qu'elle amènerait un libéralisme outrancier qui permettrait à tout le monde d'envahir la culture et la nature des peuples étrangers. Alors qu'en fait, cette mondialisation, comprise avec la théosophie, c'est une planétarisation, mais au sens de l'humanisme. Il y a ainsi des mouvements qui se créent, qui montrent bien qu'il faut réagir en tant qu'homme et non pas en tant que Français ou Juif ou musulman ou hindou, mais en tant qu'homme simplement. Et là, c'était juste pour montrer les dangers de la planétarisation, mais aussi l'intérêt qui va nous permettre de se dire, est-ce que ce que je fais maintenant, est-ce que c'est en tant que Français, en tant que Lyonnais, en tant que Parisien ou en tant qu'homme du monde? Est-ce que les Chinois diraient pareil? Est-ce que les Juifs diraient pareil? Voilà. Et là, on aura peut-être une convergence. Oui, c'est le problème, en fait, de comprendre ce que sont le patriotisme et le nationalisme. Oui, le nationalisme, c'est soit on s'enferme sur soi-même, soit on est conquérant par rapport aux autres êtres. Le patriotisme, c'est autre chose. Le patriote, c'est celui qui, effectivement, au sein de sa propre nation, est un citoyen responsable, mais on conçoit à ce moment-là, à partir de là, que la nation en question puisse être patriote pour l'humanité, soit un citoyen responsable de l'humanité, et donc apporte aux autres ce qui est nécessaire pour que la vie soit effectivement vivable. Cette conscience planétaire, on comprend que c'est à la fois notre salut. Il n'y a pas d'autre solution que d'évoluer dans le sens d'une conscience de plus en plus fraternelle, une conscience qui inclut tout le vivant, mais avec des dangers, parce que l'harmonie n'est pas immédiate, elle n'est pas d'office. Il faut justement éviter qu'elle dérive. Alors, voilà. Quels seraient les conseils? Il faut prendre conscience qu'on est dans un monde évolutif. On est vraiment... là, on peut reprendre Hegel qui parlait de cette dialectique. Il y a toujours un passé sur lequel on s'appuie et qui permet une croissance. Donc, il faut vraiment continuer avec l'expérience du passé à évoluer. Maintenant que l'évolution a été clairement définie depuis Darwin et d'autres, et qu'on voit qu'on est dans un monde en mouvement, il faut que ce mouvement s'intéresse à l'évolution non seulement des idées, mais à l'évolution de cette nouvelle philosophie de la vie humaniste maintenant, puisqu'on voit qu'on est tous vraiment en interdépendance étroite, et à partir de cette prise de conscience planétaire, savoir que nous sommes les pilotes, les conducteurs, les drivers de cette évolution, que maintenant la nature tout entière nous fait confiance en quelque sorte pour diriger cette évolution vers avec tous les moyens que nous avons qui sont fantastiques. On le voit maintenant, au niveau mondial, on pourrait très bien se satisfaire de nos ressources, même pour 6, 7, 10 milliards, 15 milliards d'habitants, à condition de respecter cette nature et la bonne distribution de nos ressources. Donc cette conscience planétaire qui serait notre meilleure perspective de futur,
Et est-ce qu'elle ne serait pas comme une grande étape, ou devant une autre étape qui suivra après, qui serait, on dit parfois que l'homme est le miroir de l'univers. Et certains disent même que l'atome est un miroir de l'univers. Alors est-ce que toutes ces consciences qui forment une conscience planétaire n'auraient-elles pas aussi un regard qui porterait encore plus loin? Bien sûr, il n'y a pas de limite fondamentalement, ni dans l'extension sur ce plan, ni dans la profondeur métaphysique. Effectivement, tout cela, c'est une étape dans une ouverture complète de la conscience vers ce qui est perceptible et vers ce qui n'est pas perceptible, vers ce qui est invisible, mais qui est pressenti intuitivement. Et donc, il y a plein d'étapes qui peuvent être subodorées, disons. C'est difficile, bien sûr, de les imaginer. Il faudrait qu'elles tiennent dans notre imagination. Il faudrait donc déjà les avoir vécues. Nous ne les avons pas encore vécues, mais nous les pressentons, évidemment. Alors pourquoi l'homme ou l'atome sont le miroir de l'univers? Eh bien, ça, ce sont les bases de la théosophie, c'est-à-dire qu'à l'origine des choses, il n'y a pas, pour la théosophie, un Dieu personnel, mais il y a un principe unique, une seule unique réalité qui prend conscience d'elle-même à travers chacun des êtres. Alors, on peut la symboliser par un cercle, ça a déjà été fait, dont la circonférence est à l'infini et le centre est partout. Et chaque centre est en fait un être. Un être, c'est ce qui est un pouvoir de conscience et d'intelligence, au sens large du terme, donc avec toutes sortes de potentialités qui sont infinies finalement. Donc un être, c'est distinct de l'avoir, du paraître, du pouvoir qu'on peut lui attribuer à un moment donné. Il a d'autres possibilités parce qu'il est fondamentalement cette seule unique réalité aux potentialités infinies. Donc chaque point de l'univers est comme un miroir de cet univers à travers lequel il se reflète à un certain degré, à un moment donné, et à chaque point c'est évolutif, la conscience peut s'intensifier, s'élargir, s'approfondir. Chaque élément vivant est un miroir de l'univers. L'atome d'oxygène est nécessaire et c'est un miroir de l'univers. Si nous n'avions pas cet atome d'oxygène, on ne pourrait pas vivre. C'est en quelque sorte la base. Donc à lui seul, il est vraiment vivant, vitalisant. Cette plante est aussi un miroir de l'univers dans la mesure où elle s'ouvre, où elle croît, où elle manifeste sa pluralité, sa diversité, son génie en quelque sorte. Et c'est aussi un miroir de l'univers. Alors, à plus haut niveau, bien sûr, l'homme est un miroir de l'univers. Et là, il faut bien comprendre qu'avec ce qui a été dit, il y a cet esprit au fond, cet esprit qui est planétaire, qui est infini, qui est au fond de chaque être, au fond de chaque cellule, et qui nous demande de prendre en charge l'évolution. Et le fruit de cette prise en charge, ce sera bien sûr la satisfaction, l'harmonie, le bonheur. Le bonheur de tous, bien sûr, la compassion, c'est l'idéal d'un partage et donc d'un bonheur pour tout le monde. Mais ça sera, si on agit dans le sens du beau, du bien et du vrai, ce sera un bonheur individuel. Donc chacune des cellules de l'humanité participera au bonheur collectif. Et bénéficiera. Voilà. Voilà, bien écoutez, merci.